très heureux d'être en votre compagnie. On est ici au cœur des Fanico, des fameux lavandiers d'Abidjan, juste à côté du parc national du Banco. C'est avec eux qu'on va se réveiller ce matin et cette semaine. Merci d'être avec nous dans ce matin de la proximité. Merci à tous. Lundi, avec toutes les rubriques, rassurez-vous, on aura toutes les rubriques. Alix Kokola nous attend du côté de la station de la télévision. L'image du jour, la voici, afin de vous permettre de bien sourire et de bien commencer cette semaine pleine de promesses. Nous sommes pratiquement à la dernière semaine du mois de novembre. Alors, les lavandiers sont très organisés. Ils ont des laveurs, mais aussi ils ont ceux qui leur donnent vraiment les marchandises, les habits à laver. On a Fanta qui est avec nous. Fanta qui va nous rejoindre. Bonjour Fanta. Fanta, venez, venez, venez. Fanta avec nous. Fanta a l'habitude de travailler avec les lavandiers ici. Bonjour Fanta, mettez-vous là. Comment ça va Fanta? Ça va Fanta? Oui. Alors Fanta, vous êtes ici avec les lavandiers. Comment ça se passe? Il vient le matin. Oui. Il vient laver. Ça fait combien de temps que vous êtes ici avec les lavandiers? Ça fait 4 ans. 4 ans. Et vous faites quoi avec eux? Regardez la caméra qui est là-bas. Vous faites quoi avec eux? Vous faites quoi avec les lavandiers? Moi, je viens m'asseoir ici. Je suis avec eux, on vient causer ici. Comme les policiers sont là, s'il y a un problème, en tout cas, on les garde, ils sont cadrés, ils sont bien organisés. Ils sont combien comme ça environ les Ils lavandiers? sont beaucoup. Je ne les compte pas. Mais les habits qu'on a ici, là, ce sont les habits de qui? C'est qui donne son habit ici? Ils en prennent la gare puis ils viennent laver ici. À la gare, ils viennent laver ici. Et ils sont là jusqu'à quelle heure? À part de 6h, mais 7h, comme ça, on a jusqu'à 13h. Ah d'accord, ils sont là de 6h jusqu'à 13h. À 14h, ils sont là. Jusqu'à 14h. Et ça se passe bien? Est-ce qu'ils sont en sécurité ici? Tout se passe bien? Ils sont en sécurité. Ah d'accord. Alors comment ça se passe? Ils lavent, ils sèchent? Expliquez-nous un peu. Quand ils lavent là, ils sèchent. Là, le soir, ils ramassent pour aller. Ah d'accord. Et ils arrivent à reconnaître à qui ça appartient? Oui, il n'y a pas, même si quelqu'un a oublié l'argent dans le poche, la personne vient chez lui. Et ça existe depuis combien d'années ce coin-là En tout cas, depuis on est petit. Nous, on venait, c'est là, ici. Parce que moi-même, il y a 40 ans. Donc, depuis, on est petit. On dit qu'il y a des gens qui viennent faire des sacrifices ici les matins, on agresse les gens ici. Est-ce que c'est toujours vrai? En tout cas, depuis moi, je suis venu ici, là. Je remercie les forestiers. En tout cas, on les a tous ramassés. Ils sont sur le domaine, ils n'ont pas que. Même s'ils viennent à 5 heures, il n'y en a pas. Moi-même, je suis ici aussi, là. En tout cas, pour les musées d'ici, c'est les combattants. Elle dit qu'ils sont des combattants. Parce que on n'a pas que. Même si tu es à Milodi, tu viens ici, même 5 heures, tu peux venir ici pour aller. C'est que même ils sont là, mais ils n'ont pas que de ici. Ici, c'est la sécurité. Ok, on va repartir à la station avec Alix Kokola. Alix, est-ce que vous avez tous les habits de l'équipe à faire laver? Nous, on est preneurs. À vous l'antenne. Bonjour Marco et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Alors, je vais faire la collecte dans quelques instants. Donc, chers collègues, vous êtes informés. Merci de me ramener votre baluchon de linge. Et félicitations à toutes ces personnes qui se réveillent aux aurores pour se débrouiller, comme on le dit, et gagner la pitance quotidienne. Pitance quotidienne, ça passe par du mouvement, ça passe par le sport. Le sport, c'est la vie. Mais pratiquons-le vivant. Coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Ce matin, séance spéciale fitness. Nous commencerons par le jumping jack, 30 secondes.
de l'effort. Nouvelle séance de sport de qualité. Merci à vous, coach Lanzeni Koulibaly, pour cette séance de qualité. On espère que ça vous aura servi à la maison pour vous réveiller et vous donner du tonus. Alors, nous, on passe pour la prochaine rubrique qui n'est autre que le petit-déj. Depuis plusieurs saisons déjà, nous vous proposons un florilège de mets made in Côte d'Ivoire et même d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons pensé à un petit clin d'œil à l'Italie, mais qui est bien prisé ici aussi. Regardez, c'est le petit-déj maintenant. Et voilà, avec les complicités de Jacques Brou, on ne saurait dire son sobriquet ici, mais Jacques Brou, voilà, il nous emmène ces pâtes-là avec des boulettes. Les pâtes boulettes, c'est bien présenté comme ça c'est de la représentation. Sinon ici, on part chez Diallo, c'est le kiosque d'à côté, et il nous fait, ça c'est vraiment le plat typique italien avec du fromage, soit du parmesan avec spaghetti bolognaise. Mais nous, on vous incite à vous rendre chez Diallo, le boutiquier du quartier. On aime à les appeler les kioskman, voilà. Il y a un goût assez particulier parce que les pâtes de la maison et les pâtes de Diallo, c'est vraiment très différent, voilà. Et c'est fait généralement avec les boyaux, le rognon. Donc vous avez de quoi manger ce matin, vous orienter pour le petit-déj, éviter le gras aussi si possible. Voilà, merci en tout cas à Jacques Brou pour cette proposition-là. Lui, il est plus proche de moi, c'est pas plus mal pour m'apporter un peu de chaleur sur ce plateau. C'est Renaud Kobia qu'on retrouve maintenant pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Approchons-nous vivants, c'est important. Alors, ce qui a défrayé la chronique ce week-end, on le sait. On va démarrer avec Monsieur Charles Blé Goudet et Monsieur Soro Guillaume qui se sont rencontrés du côté de La Haye. Oui, annoncé depuis un moment, la rencontre entre les deux leaders politiques a eu lieu hier à La Haye, selon Soir Info, qui révèle ce que Soro et Blé Goudet ont décidé lors de cette rencontre, tout en indiquant que l'ANC de Soro Alphonse réclame le retour de Gbagbo et celui du leader du COGEP. Pour tout savoir sur les dessous de cette rencontre et ses implications, c'est Soir Info de ce jour qu'il faut se procurer. Et la rencontre entre l'ex-PAN et le leader du COGEP est reprise par la plupart des quotidiens ivoiriens ici ce matin. Oui, et notamment par l'intelligent d'Abidjan aussi, qui barre à sa une. Deux anciens de la FESI face à face hier à La Haye. Et Blé Goudet et Soro Guillaume pour une réconciliation non propagandiste et un dialogue inclusif. L'intelligent d'Abidjan nous propose un décryptage des incompréhensions après cette rencontre qu'il compare à celle qui a eu lieu il y a quelques mois entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Et du côté du quotidien d'Abidjan, la France enfonce le pouvoir. Annoncé à Abidjan le mois prochain, le président français a finalement reporté son voyage en terre ivoirienne. Après cette situation qu'il qualifie de faux bond de Macron à Ouattara, le journal Bleu indique que la France porte encore un grand coup dur au régime d'Abidjan. Le quotidien d'Abidjan, pour soutenir cette assertion, publie dans son édition de ce jour les graves révélations de France Diplomatie, l'administration française chargée de mettre en œuvre la politique extérieure de la France et d'assurer les relations avec les États étrangers. Et que nous dit le nouveau réveil ? Aujourd'hui, le PDCI est la première force politique du pays. Cette déclaration est du docteur Alla Kwadio Rémy. Il l'a faite au cours d'un entretien qu'il a accordé aux confrères. Pour tout savoir sur les sujets abordés par le vice-président du PDCI-RDA au cours de cet entretien, il faut acheter le nouveau réveil de ce jour. Et ce week-end également, les femmes du RHDP se sont retrouvées à Trècheville. Et c'était au Parc des Sports, très exactement. C'est ce que nous dit le quotidien le matin avec cette une. Giga meeting des femmes du RHDP samedi dernier. 30 000 Amazones mettent en garde l'opposition. Le confrère met en avant les propos de certains responsables du RHDP présents à cette rencontre, tels que notamment ceux de Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a déclaré « Quel que soit le candidat du RHDP, nous allons gagner ». Pour tout savoir sur cette rencontre des femmes du RHDP, il faut prendre le matin de ce jour.
Et une nouvelle couche pour le RHDP dans cette revue de presse. Et oui, on continue de parler de cette mobilisation des femmes du RHDP avec l'Inter qui publie en une ses propos d'Henriette Diabaté. Les mots durs précèdent la violence et tous les excès sont inutiles. La grande chancelière de l'Ordre national et par ailleurs présidente du Rassemblement des Républicains a profité de la tribune à elle offerte par cette activité pour demander aux hommes politiques de modérer leurs propos à 11 mois de la présidentielle. Et le professeur Mamadou Koulibaly en ligne de mire dans le quotidien L'Inter. Et oui, l'Inter qui publie un document exclusif du professeur Mamadou Koulibaly. Ce document est relatif à l'affaire BHCI. Dans cette note, le président de Leader, Liberté et Démocratie pour la République, pointe du doigt les nombreuses zones d'ombre à éclaircir dans l'affaire de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire et interpelle le gouvernement, les députés, le comité de privatisation ou encore le repreneur. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Et on en a encore pour cette revue de presse. Que nous dit le temps? À quelques mois de la présidentielle de 2020, ce que devient Yopougon de Gbagbo. Le confrère note que ce bastion est l'objet de convoitises. Il cite des partisans de Gbagbo qui affirment que la plus grande commune de Côte d'Ivoire est une citadelle imprenable et le temps donne les chiffres des dernières élections qui révèlent la fidélité de Yopougon à l'ex-président de la République. Et du côté du Sahara, aujourd'hui, une visite de qualité avec celle du chef de l'État. Oui, c'est ce que nous dit l'expression. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes le vendredi dernier. Le confrère nous apprend ce que le chef d'État de l'État réserve au monde agricole au cours de cette visite qu'il va effectuer à ce salon ce lundi. Tous les détails de cette visite et ses enjeux sont à retrouver dans l'expression. Et chose improbable, vous terminez cette revue de presse en nous emmenant dans un pays où arriver en retard est une bonne chose. Oui, Alix, ce pays c'est le Venezuela et là-bas arriver en retard à un rendez-vous est une preuve de respect, vous pouvez bien le penser. Donc si un jour vous allez au pays de Nicolas Maduro, c'est pas la peine d'essayer d'arriver en avance à vos rendez-vous parce que si vous le faites, vous risqueriez d'être pris pour quelqu'un d'impatiente. D'accord, voilà. C'est sûr que si on a l'idée, on émet l'idée de faire un matin bonheur au Venezuela, on va démarrer à midi. Il faut prendre son temps, voilà. Ne soyez pas pressés. On va démarrer à midi, tout simplement. Merci à vous Renaud. Merci Alix. Très belle journée, on se revoit demain avec le même bonheur. Et nous, on va retrouver Marco avec ses lavandiers du côté de Yopougon et puis on verra ce que ça donne. Oui, Alix, nous sommes toujours ici, du côté du Banco, précisément du côté de ce qu'on appelle les Fanico. Regardez, ça s'installe de façon méthodique. Hein. Là, il y a un qui arrive à l'instant même où on prend l'antenne. Salut mon ami. Voilà, ce sont des gars vraiment simples, cool. Et ils vont nous expliquer un peu. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Alors, ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, je suis 2 ans ici. Ça fait 2 ans. Ouais, alors, ouais. Comment ça se passe? Ça là, les habits là, vous avez pris ça où? Moi, j'ai pris à mon côté. À Broma-Côté. Ouais, ouais. Et ils ont donné combien pour laver? Moi, je lave 50-50. 50 francs, 50 francs. Ouais, et ouais. ce sont des familles qui donnent, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et ils vous donnent ça tous les jours comme ça. On dit que vous êtes ici depuis des années. On dit il y a vos parents qui étaient ici avant vous, tout ça. Ça s'organise bien. Ouais, ouais, ça va. Alors, quand vous venez comme ça, là, vous venez avec les ballots. Vous étalez ça et vous lavez. Quand Ouais. vous lavez, jusqu'à quelle heure comme ça vous êtes ici? Moi, je suis venu ici 7 h, moi, je sors à midi ou bien 13 h. Ok. Allez, suivez-moi. Je suis avec un autre. Il est en train de s'habiller. Les autres sont là. Mon frère, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, On dit que tu es un grand gars ici de Fanico. Ça se passe bien? Oui. Alors, comment vous êtes organisé? Dites-nous. Vous avez les habits ici. Vous prenez ça où? Et puis, comment vous faites? Comment vous faites les habits là? Comment vous êtes organisé ici? Moi, je ne comprends pas français. Ah, d'accord. Habits là, ça marche? Ça marche un peu. Ça marche? Un peu. On lave beaucoup? Ah, tu laves un peu. Par jour, tu peux avoir combien comme ça? Hein? Par jour, tu peux avoir combien comme ça? L'argent. Ah, toujours là, on gagne 2000, encore 2500, 3000, tu ne passes pas ici. Par jour, tu peux avoir 2000, 3000, c'est ça? C'est ça. Et quand tu laves là, tu es en sécurité, il n'y a pas de maladie, tout ça? Non, il n'y a rien ici, il n'y a pas de maladie. Les laveurs là, ils sont 1, 2, 3, 4, 10, c'est combien de laveurs ici? Ceux qui lavent habits là? C'est qu'à tous, combien de jours? L'autre jour, là, il y a beaucoup, combien de jours encore, il n'y a pas beaucoup. Ça veut dire que tu gagnes habit là, c'est 20. S'il n'y a pas gagné habit, il n'y a pas venu. Ah, d'accord. C'est pas comme jour, toujours c'est 10 ou c'est 20, c'est pas fait comme ça. Ah. Quand aujourd'hui, là, samedi, là, il y a beaucoup de venus ici. Si ce n'est pas samedi, là, dimanche, il n'y a pas beaucoup de venus. Vendredi encore. Lundi. Lundi, il va venir encore.
Car dimanche, tu ne viens pas venir beaucoup avec vendredi. D'accord. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Sambasso. Sambasso. Merci Samba. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça ici. Hein, vous voyez, ils sont en train de s'apprêter. Chacun a son rituel de préparation. Et puis à un moment, voilà, ils vont commencer à laver. C'est comme ça que ça se passe avec les lavandiers. Regardez, ils sont tellement habiles avec de la dextérité. Voilà. Ils viennent. Le processus est simple. Hein. Ils viennent. Ils déballent leur ballot. Chacun vient avec les habits qu'il a à laver. Chacun prend ses commandes. Chacun vient avec ses commandes. Et puis, voilà, il a un endroit. C'est fait de cailloux avec des pneus. Et puis là, ça commence quoi. Donc, vraiment, c'est très méticuleux, très bien organisé. Très bien organisé. Voilà. Nous allons maintenant essayer d'être en contact avec notre consultant de sécurité routière, M. Paul Arnaud Ekou, qui va nous parler des facteurs d'accident de l'autoroute du Nord. Bonjour Marcelin, j'espère que tu as pu faire une bonne lessive et que tu n'es pas resté suffisamment mouillé. Je suis ici sur l'autoroute du Nord, au niveau du Banco. J'ai choisi d'être ici particulièrement en ce jour parce que dans la mouvance de sensibilisation ou des actions de lutte contre les accidents ou de réduction des accidents de la circulation, j'ai décidé de me trouver en ce lieu pour tenter de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent la fréquence des accidents et surtout la gravité également des accidents ici. De part et d'autre de l'autoroute, il est signalé que la vitesse maximum est limitée à 60 km/h. C'est vrai, nous sommes sur l'autoroute, mais nous sommes sur un tronçon en pleine agglomération et c'est à bon escient que l'autorité de sécurité routière a limité la vitesse ici à 60 km/h. Il faut le prendre en compte. Nous sommes dans une espèce de pente de part et d'autre et la pente, bien évidemment, va avoir pour effet d'accélérer le mouvement du véhicule. Et donc, on aura plus de mal à réussir à freiner, surtout lorsqu'on n'a pas observé suffisamment de distance de sécurité entre nous et la voiture qui nous suit, qui nous précède. C'est un des facteurs qui peut expliquer les accidents. On va aussi constater qu'ici, il y a une forte affluence de poids lourds, de gros camions. Et ça va occasionner peut-être une gêne pour les automobilistes vulnérables. On a tendance à dire que les poids lourds sont les éléphants de la route et qu'ils conduisent sans tenir compte de beaucoup de règles de sécurité. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas toujours vérifié. Il faut tenir compte du fait que la manœuvre est particulièrement difficile pour les conducteurs de poids lourds. Et c'est pourquoi on impose aux véhicules vulnérables qui doivent les dépasser de faire beaucoup attention. Les poids lourds sont censés rouler le plus à droite possible sur l'autoroute. On va constater que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas trop pourquoi. Ce n'est pas toujours le cas. Soit ils prennent la voie centrale, parfois même ils sont sur la gauche, obligeant des fois les automobilistes à les contourner par la droite, ce qui n'est pas normal. Il faut rappeler aux automobilistes que, quelle que soit la situation, que ce soit sur une route en agglomération ou sur l'autoroute, le dépassement par la droite n'est pas possible. Ici, il va être particulièrement dangereux de faire ce dépassement par la droite parce que le camionneur, le poids lourd, qui n'a pas toujours la chance ou la faculté de vous voir et d'apprécier votre conduite, va être obligé de faire des mouvements brusques. Des mouvements brusques qui sont également des mouvements accidentogènes. D'aucuns diraient que les mauvais génies de la forêt ou de la lagune n'autorisent pas la circulation routière. On n'en sait rien, on ne peut pas les dénier. Mais avant d'accuser à tort des génies ou des forces suprêmes, il faut rechercher aussi les causes de ces accidents-là du côté de certaines pratiques de nos mauvais conducteurs. Et pendant cette période des fêtes, où le risque d'accident va être élevé, nous allons inviter les automobilistes qui empruntent ce tronçon-là à être plus vigilants, à être plus prudents, à observer le plus possible les règles de sécurité routière. Je rappelle, éviter les dépassements à droite. J'invite les automobilistes poids lourds à utiliser la voie de droite le plus souvent, le plus possible, pour ne pas empêcher les autres automobilistes à effectuer les manœuvres. Voilà Marcelin, j'espère que ces quelques mots vont contribuer à sensibiliser les Ivoiriens sur le risque d'accident ici et à les inviter à être plus prudents au volant. Je vous rends l'antenne. Merci d'être à Matin Bonheur, matin de la proximité, ici avec les lavandiers. Les lavandiers s'installent, c'est la première fois que moi je mets les pieds ici et je suis impressionné de leur organisation. Ils sont organisés, il y a la sécurité, tout se passe bien. Regardez, ils sont en train de s'habiller, il y a des hommes, il y a des femmes, ils sont en train de s'habiller, ils sont en train de se préparer. Ils nourrissent leur famille avec tout.
Alors, comment ça va? Oui, ça va. On dit c'est toi la dame forte ici. Comment ça se passe ici avec les Fanico là? Ils sont bien? Oui, quand tu les sais en quoi? Tu leur donnes quoi? Le savon, je les donne. Ah, d'accord. Toi, tu es la vendeuse de savon. Oui, oui. Quel genre de savon tu vends? Le savon. Ah, c'est le vrai savon, ça. Ça rend les habits propres, c'est ça, non? Oui, oui. Et c'est combien le morceau là? Le morceau, c'est 100 francs. Le morceau, c'est 100 francs. Et ça fait combien d'années que tu laves tu vends les savons ici? Ça a duré. Ça a duré. Ah, regarde comment elle coupe même. Elle est forte, hein. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Adjara, Traoré Adjara. Ah, Adjara, tu es forte. Regarde comment tu coupes ça rapidement comme ça. Non, je paye, hein. Je paye pour lui. Je paye pour lui. Ok. Hein? Ouais, je paye. Ça fait combien? 300. Ok, on va payer pour lui. Alors, comment ça... me filmer comme ça pour montrer quoi? Mais oui, pour montrer, tu te débrouilles. Est-ce qu'il y a honte dedans? Tu travailles, tu te débrouilles, tu voles pas, tu fais un bon travail, tu laves les habits, tu fais en sorte que les habits des gens soient propres. Ou bien, Adjara? Parce qu'il a payé pour lui, là, il veut prendre beaucoup. Non. Madame là. C'est pour lui, c'est pour son frère. Ah, c'est pour son frère. Adjara, c'est une brave femme. Alors, Adjara, tu es ici avec les gens là. Comment ça se passe quand ils viennent là? Depuis comment ils sont organisés? Quand ils viennent, comment ça se passe? En tout cas, il dit ça se passerait ici. Ils viennent laver les habits. Nous, on les donne savon. Nous, on fabrique savon pour venir les donner. Et puis, ils lavent les habits. Puis... Ils sont combien comme ça, les laveurs là? Bon, en tout cas, on ne peut pas connaître. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est depuis combien d'années? On dit que ça existe. On dit depuis les années 80. Depuis le temps de Fouille. Depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Merci Adjara. Donc vous, c'est le savon seulement que vous vendez? Oui, c'est le savon. C'est le savon. Ici, on dépose nos caisses. Quand on amène les savons, on met dedans, on prend le sein. On finit au savon. On dit maintenant il y a la sécurité, ça fait plus peur comme avant où on agressait les gens, il y a la sécurité, c'est ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Les hauts forêts, en tout cas, ils sont là. On n'agresse pas ici. En tout cas, nous, on est ici il y a longtemps, mais moi, on ne m'a jamais agressé. C'est ma route qui est ici. Chaque fois, je passe ici matin pour venir. Mais on ne m'a jamais agressé ici. Et les habits là, quand il a lavé, c'est vraiment propre même? C'est propre. Propre même? Parce que le lait n'est pas sale. Ah, l'eau est propre. L'eau qui coule là, c'est toujours propre. Une fois qu'ils lavent dedans, là, où ils ont rincé là, ils ne comprennent pas français, mais où ils restent là, ça s'en va. Ça ne s'arrête pas, quoi, ça coule. Ça coule. Donc là, ça ne reste pas dedans. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Matin bonheur, matin de la proximité avec nos amis, les lavandiers du Banco. On les appelle comme ça parce qu'ils sont tout juste à côté du parc national du Banco, de la forêt du Banco. Un poumon environnemental de la ville d'Abidjan et ses environs. Voilà. Et ils ont commencé comme ça, hein. Ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à laver. Et ils ont une dextérité à nul autre pareil. Ils ont une manière de laver. Ils ont un savon spécial préparé par Adjara. Bonjour mon ami. Ça va bien? Ça va bien ici? Et là, tu fais quoi comme ça? Tu es en train de rincer quoi? Tu rinces avant de laver, c'est ça? Non. D'accord. Et où est ton savon? Mon savon n'a pas encore arrivé d'abord. Ah d'accord. Là donc là tu rinces pour le moment quoi. C'est après que tu vas laver. Et là tu as pris les habits ailleurs quoi? Ouais. Tu as pris les habits où? Tu es venu avec ta commande quoi? Ouais, j'ai venu avec ça là. Ok. Il n'y a pas de souci. Waouh. Comme on le constate, hein. Ils sont là. Ils sont là, mes amis. Ça va bien? Ça se passe bien? Là, tu as ton savon, tout? Tu as beaucoup d'habits à laver aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup d'habits à laver aujourd'hui? Hein? Ça peut aller? C'est ça, mesdames et messieurs, ils sont ici. Ils font un boulot magnifique. Moi, je les admire depuis tout petit. Je les vois, quand je passe, je les vois. C'est la première fois que je m'arrête ici avec eux. Ce sont des gens magnifiques, formidables, simples, authentiques, vrais, sans clichés. Et ils ont une mission, rendre les tenues des gens très propres. Voilà. C'est dans cette optique-là, mesdames et messieurs, que nous allons passer avec maintenant notre rubrique, vous le savez, service à domicile qui essaie à travers Matin Bonheur et ses consultants de régler une situation à domicile. On y va maintenant. Nous sommes au domicile de M. Tigbe qui a rencontré un souci. Un ami et frère lui apporte assistance. Thématique de jour, la position latérale de sécurité qui est la meilleure position d'attente avant l'arrivée du service médical.
Bon, là, le secouriste, dans un premier temps, il va commencer à se donner de l'espace. Il a d'abord cherché la conscience en appelant la victime. La victime ne répond pas. Il a une série de questions à poser à la victime. Ça, c'est pour voir la conscience. Et dans un deuxième temps, il va mettre la tête légèrement en hyperextension pour pouvoir libérer les voies aériennes supérieures, pour avoir la respiration. Et il contrôle la respiration à partir de lui, ça joue en regardant le thorax et l'abdomen de la victime. OK? Et il va maintenant prendre le pouls, ce qui correspond au rythme cardiaque. En prenant le pouls à partir de l'artère de la carotide, il se dit, est-ce que le cœur bat? Maintenant, il a la confirmation que le cœur bat et la respiration part. Il va procéder à la mise en PLS de la victime. Ça veut dire la mise en position latérale de sécurité en attendant les secours médicalisés. S'il se trouve que la victime a un médecin, on va l'appeler. Dans le cas contraire, on appelle le SAMU ou le groupement des sapeurs-pompiers militaires avec l'ambulance de réanimation. Regardez la position de la mise en PLS. Il va basculer la victime sur le côté. Et il va se dégager la main qui était sur la tête et en mettant la tête légèrement vers le bas en cas de vomissement. Et mettre la jambe en position de marche. Voilà la position latérale de sécurité. Et pendant ce temps, il va rester là pour surveiller. Et la ventilation et la circulation. La ventilation qui correspond à la respiration et la circulation qui correspond au rythme cardiaque. En attendant que les médecins arrivent. Consultant sécurité pour ces indications dans les domiciles. C'est vrai qu'il se rend chez quelqu'un en particulier qui sollicite l'équipe, mais ces indications sont valables pour bien d'autres personnes. Nous tous, en général, on peut être confrontés à ce genre d'incident. Alors, nous sommes le 25 novembre 2019. C'est une date très importante, au-delà du fait que nous sommes le 329e jour de l'année. Il nous reste un peu plus d'un mois pour clore cette année 2019. Là, aujourd'hui, 25 novembre, est célébrée dans le monde entier la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et il faut savoir que près de chaque 3 jours, une femme décède sur les coups de son mari en Occident. Malheureusement, on n'a pas les chiffres nous concernant ici, mais ça ne devrait pas être plus reluisant, hélas. Alors, nous sommes à la 29e édition de ces 16 jours d'activisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui va marquer le premier jour, bien sûr, en passant par le communiqué de la tutelle en charge de cette question-là. Il faut savoir que la violence faite aux femmes est une réalité. Il faut être sensibilisé à la chose. Les journées de l'activisme vont se pencher sur la question, essayer d'introduire et d'investir tous les quartiers et même les hameaux reculés de notre pays pour sensibiliser à la cause des femmes, au bon traitement des femmes, car il faut le dire, qu'importe son sexe, son genre, il faut bannir de notre environnement, de notre vie, de nos communautés, la violence tout court. Donc aujourd'hui, 25 novembre, est célébrée la journée de l'activisme. On en aura d'autres informations encore à vous passer. Le temps pour nous de partir pour le bloc pub, météo. Et Régis Kofi vous retrouve pour le premier flash. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, informe l'ensemble des populations ivoiriennes qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon est fermé depuis le 1er novembre 2019. Pendant cette période, la continuité de l'offre de soins est assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions de la bande centrale et du sud forestier observeront tôt le matin de la brume humide ou du brouillard et par la suite, le temps sera un temps partiellement nuageux. Le littoral sera partiellement nuageux avec un faible risque de pluie et le nord connaîtra un temps relativement sec et froid. Pour les variables de cette matinée, 27 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 26 degrés à Dimbokro, Gagnoa, Korogo, 25 degrés à Moye, Odiene, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi sera largement dominé par le soleil sur l'ensemble du pays. De l'instabilité se signalera sur les zones du sud forestier et de la bande centrale. Ainsi, des nuages à caractère orageux seront observés avec des averses de pluie en milieu ou en fin de période. Cette situation intéressera le littoral en fin de période avec de faibles averses de pluie et le nord sera partiellement nuageux avec la présence de vents secs et chauds. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés sera la minimale. Elle s'affichera donc à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 34 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 à Odiene, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. « 6h30, Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons les portes de l'actualité nationale avec une découverte, celle de l'élevage hors sol. Une technique employée par un jeune éleveur de poulets de chair basé dans le village Vitré 2 à Grand-Bassam. Jean-Luc Bambo. C'est au bout de cette piste cahoteuse, à 8 km de Grand-Bassam, que Mamadou Traoré a installé sa ferme de poulets de chair. C'est quoi le point de la situation actuellement? Tout va bien. D'accord. Pas grand-chose à ce moment. D'accord. Vous avez fait les livraisons de ce matin? Ce diplômé en commerce et marketing, au cadre dans une entreprise de solutions agricoles, a tout plaqué pour vivre son rêve, l'élevage de volailles. Depuis 3 ans, Mamadou est propriétaire de cette ferme. Ça, c'est l'aliment croissance. Hein? D'accord, les grains sont un peu plus gros. Et puis, voilà. Ils sont granivores, donc ils vont bien à D'accord, d'accord. Ok, super. Une ferme pas comme les autres. Couramment, les gens parlent d'élevage en cage. Il y en a qui parlent d'élevage en batterie. Donc, c'est un style d'élevage qui minimise l'espace utilisé pour maximiser la production. Voilà, donc ici, ce bâtiment par exemple principal, lorsqu'il est rempli, nous sommes à 1000 sujets. 1000 sujets sur une superficie de 5 mètres sur 9. Donc ça fait à peu près 45 mètres carrés. Au sol, pour avoir la même capacité de production, il faut aller au-delà. Il faut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Issu d'une technologie allemande, l'élevage que pratique Mamadou est l'équivalent de l'agriculture hors sol. Il en est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire. Les poulets ici ne sont pas dans leur fiente, comme au sol. Donc vous voyez, on a des plateaux ici pour récupérer les fientes des poulets. C'est ça l'avantage. Et nous, ici, pour maximiser la propreté, on a un nettoyage quotidien. C'est ce qui fait que vous n'avez pas d'odeur sur la ferme. Vous voyez, le système, il est carrément automatisé. Vous avez un bac d'eau qui est là, qui approvisionne des tuyaux, et vous avez les poulets qui vont boire à travers de petits appareils qu'on appelle des pipettes. Dès qu'ils touchent, l'eau descend. Une fois qu'ils laissent, l'eau s'arrête. Une technique qui séduit plus d'eux. À commencer par Richard Kwame, responsable technique de la ferme. Après ma formation à l'INP, nous l'avons pratiqué, nous avons fait des recherches là-dessus. C'est ce qui m'a poussé même d'ailleurs à venir ici, parce qu'on avait vu de très bons résultats là-bas. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, bon, paf, pourquoi ne pas y aller pour essayer de relancer plus encore l'activité. Nous faisons cette prestation effectivement pour des particuliers qui ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de migrer de la forme traditionnelle, je dirais, la forme au sol,
vers la nouvelle technologie, donc de migrer de la forme au sol en cage. Nous faisons effectivement des installations pour ces particuliers-là. Nous équipons aussi des écoles de formation parce que, selon notre lecture, d'ici quelques années, ce système-là sera très incontournable. Donc, autant former nos étudiants dès maintenant, n'est-ce pas, à produire dans ce système pour ne pas qu'ils soient dépassés. La ferme emploie 9 personnes et produit en moyenne 6 000 poulets sur une surface de 165 mètres carrés. Ses clients sont aussi bien à Grand Bassam qu'à Abidjan. Voici 3 mois qu'Olga Kwamilan s'est engagée avec la ferme de Mamadou. Tu as envoyé combien de poulets? J'espère que c'est gros comme poulet. La restauratrice commande chaque jour 30 poulets. Je suis allée visiter la ferme est propre, les poulets ne mangent pas leurs crottes, les poulets sont bien entretenus. Et puis le poids est correct. Des clients comme Olga, la ferme en possède une vingtaine. Face à l'urbanisation galopante et les espaces pour les fermiers qui se réduisent comme peau de chagrin, l'élevage hors sol tel que pratiqué par Mamadou Traoré apparaît comme une solution salvatrice. Il faudra tout de même consentir un investissement conséquent que le fermier innovant n'a pas voulu nous révéler. Une maison pour la famille de l'imam Bridji, l'ex-imam de la Maka, décédé il y a 2 ans, on se rappelle. C'est un don de l'amicale des anciens de l'AUMC. La résidence a été construite à Anyama. En terminant en culture, le festival Afriampa, la culture Bron était à l'honneur de cette 3e édition qui a eu lieu à Songori, dans la sous-préfecture de Bondoukou. Regardez. Pour cette 3e édition du festival Afriampa à Songori, dans la sous-préfecture de Bondoukou, le commissaire général et initiateur Atta Ouattara Abou et son équipe mettent en avant, comme à l'accoutumée, la promotion de la culture Bron à travers les danses, les chants et la musique du terroir. Autour de la fête de l'Ignam, les populations sont appelées à valoriser l'histoire et la mémoire du peuple Bron. 4 jours d'activité pour 4 grandes articulations. L'opération Don de sang, un acte citoyen pour aider l'antenne régionale du Centre national de transfusion sanguine, une consultation gratuite et le dépistage du diabète, avec pour thème la santé pour tous, ont mobilisé les filles et fils de Songori durant cette 3e édition d'Afriampa. L'ONG Éduc 2000, promotrice de l'événement, a sacrifié à la tradition avec la remise de bûches au chef du village. C'est un geste symbolique de respect à l'endroit du chef. Chaque habitant apporte au roi de l'igname et du bois de chauffe avant la fête de l'igname ou mouroufié. Au rythme du tam-tam royal, le bento a été exécuté. En attendant la 4e édition d'Afriampa, les populations du canton adontais ont marqué leur volonté de voir l'achèvement du centre culturel de Songori. Voilà le reportage de Serge Collier qui m'a fait à ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci à vous Régis Kofi et merci pour cette belle note de culture. On se rappelle aussi que ce week-end, la Bissa a battu son plein du côté de Bassam. Alors, avant qu'elle nous rejoigne dans quelques instants, c'est Gabriel Zani pour Instant Vérité. Car oui, chaque case de ce conducteur sera bien campée. Aujourd'hui, on parlera de transport, incivisme dans le transport que fait le Haut Conseil du patronat. Un invité idoine en la personne de M. Salif Samaké, directeur général adjoint du Haut Conseil du patronat des entreprises de la route, bien sûr, sera avec nous pour en parler. Le temps pour nous de retrouver Marcelin Govoy dans la ville et on revient après en studio pour Instant Vérité. Ça va ou pas? Tu veux savon? Yaya, tu veux savon? Mais prends savon avec Adjara, je gère. Adjara, donne savon là, on va payer. Adjara, donne savon 100 francs, Yaya, et puis 100 francs à Jakis. Hein? Quoi ça? Il dit, il veut quoi? 300? Ah, Yaya. Adjara va t'envoyer savon, hein? Elle va t'envoyer savon. Jakis, toi aussi tu veux savon? Ok, envoyez savon aussi à Jakis. Aujourd'hui, là, c'est Martin Bonheur qui paye tous les savons ici. Alors, comment ça? Ça veut dire quoi ça? Vous les voyez, hein, ils travaillent comme ça. C'est ça la Côte d'Ivoire, avec sa particularité. Quand vous venez à Abidjan, quand vous partez donc à Yopougon, vous allez au sanctuaire marial de là-bas, vous les voyez travailler. Ils sont pleins de dextérité. Et puis, il y a nos amis du 10e arrondissement qui abattent un travail vraiment colossal avec des patrouilles, des patrouilles de dissuasion, sans oublier aussi nos amis des eaux et forêts. C'est magnifique, c'est ça. Voilà, voici le savon. Envoyez-moi le savon là. Ça, c'est combien? Donnez le savon 100 francs. Venez.
Voilà. Mon ami veut savon, savon 100 francs. Jackis, voilà ton savon. Lance ça, Jackis. Voilà le savon de Jackis. Hein. On va dire que Marcelin Govoy n'a pas payé le savon de Jackis. Voilà. Maintenant, il faut aller donner savon à Yaya aussi. Yaya! Yaya, on dit que tu as pris savon pour 300. Pour 300. Yaya aussi, hein. C'est pas 100 francs, 100 francs. Ah, il a déjà pris depuis le matin. Ok. Voilà. Adjara, ça va? Par jour, comme ça, Adjara doit se faire de l'argent. Hein, parce que vraiment, les savons 300, 100 francs, là, ça va vite. Voilà. Regardez Yaya. Yaya a commencé comme ça. Hein. Il a rincé les habits déjà. Il a mis le savon. Et Yaya a commencé, il est dans son élément là. Ils vont frotter les tenues au caillou. Et c'est l'un des secrets quoi, des lavandiers du Banco. On frotte ça au caillou et ça le rend propre. Si vous passez dans quelques heures, vous allez voir que ces tenues-là sont étalées, sont séchées. Regardez Yaya travailler. Il fait son petit métier. Et on est très heureux avec lui également. Pendant ce temps, Adjara est là. Adjara est là. Si le savon est fini, Adjara va remplacer le savon. Adjara avec sa sœur qui travaille aussi pour que tout le monde ait son savon. Chacun a son savon, chacun travaille. Et c'est magnifique. Mesdames et messieurs, c'est ça Matin Bonheur, au cœur de ce qui se passe chez vous, près de chez vous. Voilà, c'est le pressing à l'africaine, hein, nos fameux lavandiers qui font partie donc du paysage touristique de notre pays. Et on est très heureux d'être avec eux ce matin. Voilà, on va continuer, on va les découvrir. Là-bas, c'est Adjara avec son laboratoire de savon. Regardez là-bas. Il y a la sécurité. On est au pied donc du sanctuaire marial avec bien sûr tout ce qu'il faut pour être en sérénité, en sécurité. Voilà. Où sont les habits de Zelika et puis d'Alix qu'on a ramenés? Amenez le ballot, voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, en exclusivité, voici les habits de Zelika, Alix, Cocola. Ce sont leurs habits. Bon, on est passé récupérer ça ce matin, quoi. Donc, mes très chères sœurs de la matinale, on va commencer à laver. Je vais aller déballer les habits. Voilà. C'est bien là. C'est vos habits. Les habits de Zelika, d'Alix et de toute l'équipe de Matin Bonheur. Bon, ils nous ont fait une remise. Hein. Et même Adjara a décidé de nous donner le savon à 300. Aujourd'hui, il y a une remise. Matin Bonheur avec le ballot de Zelika et Alix, Cocola et toute l'équipe. On va s'y mettre là, on va s'y mettre. Le temps de vous rejoindre directement à la station pour la fin de cette émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, avec nos amis donc, du commissariat du 10e arrondissement qui nous ont aidés à réaliser donc, cette incursion chez vous ce matin. Merci d'être resté en notre compagnie. On va rejoindre la station avec Alix Cocola. À tout à l'heure. Impatiente de vous retrouver avec ce petit baluchon-là. Je suis très étonnée de savoir que mon personnel de maison vous a livré comme ça mes vêtements. Mais bon, vous savez user de beaucoup de tact pour récupérer ce que vous voulez. Merci en tout cas pour ce petit élément que vous nous avez permis de vivre au travers de votre proximité avec les téléspectateurs. Instant vérité, c'est l'heure maintenant avec Gabrielle Zani qui est déjà installée. Elle a eu la chance ou la malchance de ne pas avoir ses habits du côté du Banco. Mais en tout cas, elle est là pour parler d'un sujet qui vous importe au plus haut point. Un civisme dans le transport que fait le Haut Conseil du patronat. C'est toute là l'essence de cet entretien. C'est parti pour Instant Vérité. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Le secteur des transports routiers est une véritable mafia. Véhicules en mauvais état, manque de courtoisie au volant, violence. Les conducteurs de minicar appelés communément Baka et ceux des taxis en général multiplient les actes d'incivisme en dépit des règles en vigueur. Décriés par les usagers, interpellés par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, les chauffeurs répondent qu'ils ont obligation de faire recette. Alors, pourquoi l'indiscipline, le désordre règne-t-il dans le secteur des transports communaux? Le gain est-il plus important que la vie des autres usagers? Que fait le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire pour discipliner le secteur? Salif Samaké, que nous recevons ce lundi dans Instant Vérité, répondra sûrement à toutes ces questions. Salif Samaké est le directeur général adjoint du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mise en place en avril 2013, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire
Ivoire est une organisation pour défendre l'intérêt des entreprises de transport routier. Alors, quel bilan pouvez-vous faire de vos activités dans le secteur pour 2019? D'abord, je voudrais, au nom du conseil d'administration du Haut Conseil et de son directeur général, adresser tous les remerciements du Haut Conseil à la direction générale de la RTI et à tous les animateurs de l'émission Matin Bonheur pour l'opportunité que vous nous offrez afin d'apporter notre part de vérité dans ce réquisitoire qui est assez sévère par rapport au secteur du transport. Il n'est pas sévère. Alors, merci. Donc, quel est le bilan de vos activités pour l'année 2019? Alors, l'année 2019 n'est pas encore achevée, mais nous allons faire un bilan partiel. Et le bilan partiel, il est assez positif parce que nous avons un plan d'action pluriannuel. Au titre de l'année 2019, nous avons continué, nous avons poursuivi la formation, nous avons poursuivi la sensibilisation et nous avons également mis en place un certain nombre d'activités qui permettent aux acteurs du transport de mieux maîtriser les outils de gestion de leur activité. Donc voilà un peu brièvement présenter le bilan partiel de l'année 2019 au niveau du Haut Conseil. Alors on va aller plus en profondeur dans ce que vous avez dit. Vous avez été créé en 2013 ou encore mis en place en 2013. Alors de 2013 à ce jour, combien d'entreprises de transport ont adhéré à la fêtière? Alors là, c'est une question assez importante parce que le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier est la fêtière qui représente l'ensemble des entreprises de transport. Or, aujourd'hui, à ce jour, au moment où je parle, tous ceux qui exercent l'activité transport sont soumis à cette condition de se mettre en entreprise de transport. Donc, ça veut dire que quand vous avez un seul véhicule, pour exercer l'activité transport, vous êtes obligé d'être constitué en entreprise de transport, même si c'est une entreprise unipersonnelle. On peut être en SA, on peut être en SAL, on peut être en groupement d'intérêt économique, on peut être en coopérative, mais toujours est-il que la loi vous fait obligation d'être en entreprise de transport. Et c'est ce qui n'est pas encore fait. Nous sommes en cours de mise en place de ces entreprises-là, mais tous ceux qui sont dans ce statut-là sont membres du Haut Conseil. Donc c'est des milliers d'entreprises qui sont membres du Haut Conseil. Et je vous rappelle que... Mais puisque vous venez de dire que ces entreprises-là ne sont pas encore constituées enfin, je veux dire, le secteur, certaines personnes ou encore certains individus ne sont pas encore constitués en entreprise. Oui. Comment ces individus... Il y a encore de l'informel. Oui. Nous sommes en train de puiser dans l'informel pour les faire sortir, pour les ramener dans le secteur formalisé. Mais ça prend du temps, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2019. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique que nous allons transformer le secteur du transport. C'est avec une pédagogie. Vous avez du temps quand même. Admettez que 2013 à 2019, ça fait un bon bout de temps que vous êtes là. Oui. Et donc, si la volonté politique de votre fêtière y est, on aurait dû peut-être déjà... On ne peut pas aller plus vite que les tests réglementaires et législatifs. Vous savez, le secteur du transport, pendant longtemps, a été abandonné. Et les tests étaient caducs. Aujourd'hui, avec la mise en place des tests réglementaires et législatifs, notamment la LOTI, qui est la loi d'orientation du transport intérieur, la loi numéro 2014-812 du 16 décembre 2014, organise tout cela et précise même que des décrets devaient être pris pour l'accès à la profession. Alors. Donc à ce niveau, il y a des décrets qui doivent être pris, il y a des arrêtés qui doivent être pris, tout cela est en train d'être mis en place progressivement. Donc le Haut Conseil ne peut pas aller au-delà. Au-delà de ça. Mais le Haut Conseil quand même peut organiser sur le terrain. On constate, les Ivoiriens constatent, surtout les Abidjanais constatent aujourd'hui que tous les ronds-points d'Abidjan sont transformés en gares routières. C'est ça. Que fait le patronat? Merci. Alors, nous sommes en train de dire ici qu'il existe des infrastructures et que les transporteurs n'utilisent pas. Non, il n'existe pas d'infrastructure. Non, attendez.
Les transporteurs rond-point de d'Abidjan. 220 logements est devenu une gare routière. Oui, parce pourtant, que il y a une gare qui a été dédiée il n'y a pas de gare. Juste à 50 mètres de Il n'y a gare. pas de gare. Il n'y a pas de gare. Je vous informe qu'il n'y a pas de gare. Comment ça, il n'y a pas de gare? Les Abidjanais se rendent compte qu'il y a une gare qui est à côté. Il n'y a pas de gare. Une gare, c'est une infrastructure qui présente un certain nombre de normes, à savoir des commodités de sécurité, d'hygiène et un espace bien aménagé pour que les usagers puissent s'installer et attendre leur véhicule. Ce ne sont pas des gares. Donc, autrement dit, nous faisons le transport, le débarquement, l'embarquement sur la chaussée. Je suis désolé de le dire. Les collectivités territoriales qui sont chargées de mettre à la disposition des acteurs du transport des espaces aménagés. Et pourtant, je vous dis, ils payent ce qu'on appelle la taxe de stationnement. Mais cette taxe de stationnement devrait pouvoir, en retour, offrir un service aux transporteurs. Mais malheureusement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de gare routière en bonne et due forme? Alors, il faut là poser la question maintenant à ceux qui ont fait l'urbanisme d'Abidjan et à ceux qui continuent de faire les lotissements d'Abidjan. On prévoit dans les différents lotissements des écoles primaires, des centres de santé, on prévoit même des cimetières. Mais on ne prévoit pas de gares routières, ce qui est essentiel. Voilà. Oui, mais c'est important. Ça, c'est votre rôle. C'est votre rôle d'interpeller, d'attirer l'attention des autorités. Effectivement, Mais vous faites exactement au cours des réunions, au cours des travaux, nous attirons l'attention des décideurs pour dire que ce qui manque au secteur du transport, il y a un certain nombre de choses, notamment la mise en place d'une autorité organisatrice de transport. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autorité pour organiser le transport urbain à Abidjan? Non, il n'y a pas une autorité spécifique. Vous savez, il y a le ministère des Transports qui a en charge la politique gouvernementale, qui est déclinée par les collectivités territoriales et par une autorité organisatrice du transport. Malheureusement, la première autorité organisatrice du transport qu'on appelait l'AGTU, l'Agence des transports urbains, qui avait été mise en place, a été sévèrement combattue par les collectivités territoriales, notamment le district et les 10 communes d'Abidjan. S'il vous plaît. Elle n'a pas eu le temps de dérouler son programme. Donc vous demandez qu'il y ait une autorité et je vous informe également, à l'issue de nos différents travaux avec l'État, nous avons exprimé nos besoins. Et heureusement, l'État a pris en compte notre besoin. Et aujourd'hui, une autorité a été mise en place, mais elle n'est pas encore opérationnelle, qu'on appelle le GAM, Grand Abidjan Mobilité, qui va bientôt être lancé. Voilà, alors, on va aborder un autre point qui est, ma foi, assez important pour les Abidjanais, même pour les Ivoiriens. Véhicules en mauvais état, violence verbale, incivisme notoire avancé. Voilà, parmi tant d'autres, des griefs qui sont retenus contre les chauffeurs de Gbaka et de taxi. On dénonce, mais rien ne change au niveau des transporteurs. Alors, pourquoi les lignes ne bougent-elles pas? Alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, j'ai dit que c'était un réquisitoire assez sévère. C'est vrai que tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Je voudrais dire ici que l'incivisme est une problématique au plan national. Non, on ne va pas aller au plan national. Il faut citer le cadre. Parce que, oui, c'est des Ivoiriens, c'est des opérateurs ivoiriens. Ils sont dans un environnement national où l'incivisme domine. Alors, nous y revenons maintenant dans nos secteurs d'activité pour dire que, effectivement, c'est un constat, c'est un diagnostic qui a été fait, que l'incivisme est un peu prononcé dans nos secteurs. Mais quelles sont les explications que donnent les chauffeurs de Gbaka et de Roro pour ne pas changer de comportement? On va y aller rapidement. Oui, moi je dis que d'abord, un acteur, avant d'entrer dans un secteur, a besoin de formation. Quand on accède à un secteur d'activité sans formation, il est difficile d'avoir un peu les comportements les chauffeurs de Gbaka de Roro que nous avons interrogés disent que c'est parce qu'ils doivent faire des recettes et tout cela. Est-ce que ça c'est plus important pas une raison, que la vie des usagers? Non, cette raison seule ne suffit pas pour expliquer l'incivisme. L'incivisme est dû au manque de formation, madame. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les programmes de formation. Nous sommes en train d'apporter le basique aux conducteurs de Gbaka et de taxi-compteurs et de Roro et aux conducteurs des véhicules poids lourds, afin que ceux-ci puissent, au cours de leur activité, les mettre en œuvre. Le basique, il s'agit de dire aux chauffeurs que voici les règles
de conduite et voici le comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis du client. Vous leur dites cela, et mais cette formation ça en ne change cours. pas manifestement sur le terrain. Je vous dis que d'une baguette magique, on ne pourrait pas transformer le monde du transport. Il faut une certaine pédagogie, il faut une certaine approche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes inscrits dans au moins 2 programmes. Il y a le programme CD2, qui est le contrat de désendettement et de développement, qui est en cours et qui a permis la formation d'un certain nombre de conducteurs. Oui. Ensuite, nous sommes dans un autre programme qui est en cours en ce moment avec 5000 acteurs du transport. C'est le PAMO7 qui est le programme d'appui à la modernisation du secteur des transports. Bien. Et avec ce programme, nous avons l'objectif de 5000 acteurs, 3500 conducteurs, 1500 chefs d'entreprise. L'un dans l'autre, dans peu de temps, vous aurez dans peu de temps un marché, vous aurez un marché de professionnels, de conducteurs, de professionnels gestionnaires d'entreprise. Et vous serez satisfait. Oui, mais il y a des personnes, mais c'est que ça dure quand même. Ça dure. Ça doit prendre du temps. Les Ivoiriens que nous avons interrogés disent que si l'indiscipline, le désordre persiste dans le milieu du transport routier, c'est parce qu'il y a une prise des politiques, de certains politiques sur, je vais dire, ce secteur-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, à première vue, nous n'avons pas cette lecture. Mais certaines pratiques montrent effectivement que dans les communes, je dis bien dans les communes, chaque maire qui arrive vient avec son lot de réformes, notamment la reconnaissance d'un certain nombre d'organisations professionnelles au détriment des anciennes organisations qui sont sur le terrain, et cela crée beaucoup de désagréments. Alors donc, de là à affirmer qu'il y a un lien entre les politiques et les acteurs du terrain. Oui. Bon, alors, moi, je voudrais vous dire... Nous avons l'information que, selon laquelle des mairies donnent l'autorisation à certaines organisations syndicales d'exercer leurs activités dans la commune. Et quand un autre maire, quand il y a eu des élections et qu'un autre maire est élu, quand il vient, il met en place une autre organisation. Alors, comment cela se fait-il que dans le secteur-là, il n'y ait pas vraiment de régulation, il n'y ait rien pour réglementer? Alors, justement, c'est d'abord, l'absence de l'autorité organisatrice du transport, parce que l'autorité organisatrice du transport va s'approprier toutes ces problématiques-là et puis mettre en œuvre un certain nombre de solutions. Alors, le transport dans l'activité. Voilà, non, le transport, il y a deux niveaux au niveau du transport. Il y a 2 problèmes au niveau du transport. Il y a la question de la gestion de l'entreprise de transport pour être efficace. Il y a la gestion de l'environnement du transport. L'environnement du transport nous crée plus de problèmes que la gestion de l'entreprise du transport. Ce n'est pas le transporteur qui est en difficulté, ce n'est pas le conducteur qui est en difficulté. Mais il y a des hommes satellites autour, des organisations satellites autour, qui, de par leur fonctionnement... mais ces organisations satellites autour, c'est quoi exactement? Dites les noms. Non, nous, on n'a pas besoin de faire un diagnostic. Nous disons... Il y a aussi les Nyambro, ce qu'on appelle les Nyambro, ceux qui sont à côté. Qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous la vérité. C'est une appellation que j'entends. Moi, je ne suis pas bénéficiaire, je ne suis pas... Nous, au niveau du Haut Conseil, on n'est pas bénéficiaire, on n'est pas acteur, on n'est pas promoteur de ce mode de transport. Mais nous disons... Puisque vous en parlez, est-ce que le Haut Conseil perçoit une redevance... Très bonne question, très bonne question. De la part des non, là je le dis officiellement, le Haut Conseil ne perçoit aucun centime de qui que ce soit. Le Haut Conseil fonctionne sur la base des contributions des grandes entreprises structurées que vous connaissez, qui font le transport. Les noms sont connus, je n'ai pas besoin de faire publicité. À moins que vous le transport urbain. Nous le faisons de façon bénévole, mais sans qu'on leur demande une contribution. Monsieur Samaké, oui, allez-y. Oui. La vérité. Oui, toute la vérité. Est-ce que les transporteurs ne versent pas une sorte de Absolument pas. Je pense que je mets quiconque au défi. Nous sommes en antenne. Nous mettons quiconque au défi qu'à Abidjan, les Baka, les taxis compteurs, les taxis Wororo et les taxis banalisés cotisent quelque chose pour le Haut Conseil. Non, le Haut Conseil, c'est la fêtière. Je vous dis, c'est une fêtière des entreprises de transport. C'est une fêtière des entreprises de transport. Mais comment la fêtière s'autofinance? Oui, bien sûr, sur la base de la contribution des grandes entreprises qui sont membres en ce moment. Mais pourquoi ces petites entreprises-là ne contribuent pas? Il faut les encourager, il faut les faire grandir avant qu'on leur demande peut-être d'apporter. Et c'est volontaire. C'est pour cela que vous n'avez pas de prise sur les transporteurs. On a de la prise sur les transporteurs, on a de l'autorité sur les transporteurs. Mais pourquoi ça ne change pas? Oui, mais parce que justement, la question n'est pas une question qui a commencé hier.
c'est une habitude de 20 ans que nous devons transformer en quelques années. Et il faut une pédagogie, il faut une approche, il faut aller doucement, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord, alors, aller doucement, faire de la pédagogie, sensibiliser pour que les chauffeurs puissent, mesdames et messieurs, avoir la conduite qu'il faut sur nos routes. Alors, Salif Samaké, directeur général adjoint du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces précisions sur l'incivisme qui prévaut dans le secteur routier. C'est la fin, donc, mesdames et messieurs, de cette rubrique. Je vous laisse en compagnie d'Alix. Restez avec nous dans Matin Bonheur, car notre grand programme continue. Merci infiniment, Gabriel Zani. Nous sommes donc à un carrefour très important après cet entretien sur le transport. Il faut le savoir, hein, c'est un vaste chantier qui demandera beaucoup d'efforts de la part des uns et des autres. On en a encore de l'information à vous proposer avec bien sûr la pub et le dernier flash de Régis Kofi. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité africaine et internationale. En République démocratique du Congo, un petit avion dornier de la compagnie Brezibi avec une quinzaine de passagers à bord s'est écrasé hier dimanche au décollage sur le quartier populaire de Biréré à Goma, dans le Nord Kivu. Pour l'instant, au moins 29 corps ont été sortis des décombres selon le maire de Goma. Le ministère des Transports annonce de son côté 26 morts. En bref, le camp présidentiel sortant, le camp du président sortant de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a accusé hier le parti dominant au Parlement de s'être livré à des fraudes par bourrage d'urnes et à un achat de conscience lors du premier tour de l'élection présidentielle, avant même la fin des opérations de vote. Élection locale à Hong Kong, des résultats partiels laissent présager que les candidats en faveur d'une ouverture démocratique étaient partis pour s'emparer d'une large majorité au sein des 18 conseils de district jusque-là dominés par des élus favorables à l'exécutif aligné sur Pékin. Ce résultat sonne comme un camouflet pour Pékin et anéantit tout espoir de Carrie Lam de rallier l'opinion derrière elle. La chef de l'exécutif local espérait que le recours de plus en plus fréquent à la violence des manifestants pro-démocratie radicaux conduirait une majorité silencieuse à la soutenir. L'Uruguay n'a pas de nouveau président alors que les résultats de l'élection présidentielle devait déterminer hier qui de Luis Lacalpou ou Daniel Martinez serait le nouveau chef de l'État. Eh bien, le tribunal électoral du pays a fait savoir que ces 10 résultats étaient trop serrés pour être annoncés. Il va donc attendre un nouveau décompte afin de se prononcer d'ici à vendredi. Présidentielle toujours, cette fois dans un autre pays, en Colombie. Ivan Duque, le champion de la droite dure, opposé à l'accord de paix avec l'ex-guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle hier dimanche, mais devra en affronter un second face au candidat d'une gauche anti-système.
On conclut au Brésil. La police militaire de Rio de Janeiro disperse des supporters du club de football de Flamengo qui prenaient part à une parade pour célébrer le retour de l'équipe qui avait remporté la veille la Copa Libertadores contre River Plate. Voilà, c'est ici que s'arrête ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Excellente journée à vous. Merci à vous, cher Régis Kofi. Le sport défraie toujours des émotions. Alors, JM nous donne la position de Marco. Ah oui, voilà. Voilà. Merci infiniment. Il nous a rejoint. Alors, ça se passe comment? Ben, ça s'est passé bien, ça s'est bien passé. J'aimerais remercier, mesdames et messieurs, les éléments du lieutenant Boni du 10e arrondissement. Dis merci au capitaine Blafond qui nous a escortés afin que je puisse rejoindre rapidement ma précieuse sur ce plateau. Oui, quand on sait qu'à cette heure de la journée, sur l'autoroute du Nord, il y a un embouteillage monstre, il fallait le faire. Oui. Et pour vos habits, pour les habits de Zelika, rendez-vous à 13 h pour les retirer. J'avais envie d'avoir un petit aparté avec vous juste après l'émission. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Les habits conventionnels. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous, on est en plateau pour parler bien sûr de la thématique. Nous sommes arrivés à l'heure de la thématique, la dernière partie de cette émission, en hommage de la célébration de la journée de la protection des enfants. Nous avons décidé aujourd'hui de parler toujours des droits des enfants et de l'approche managériale qu'il faudrait avoir. En plateau avec nous, un expert en la matière, en la personne de Monsieur Martial Kouakou. Il est spécialiste Children Business CRP à Save the Children. Il nous donnera la teneur de cette qualité. Le temps pour nous de vous passer le jingle. Bonjour Monsieur Kouakou. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors, bienvenue Monsieur Kouakou. Alors, oui. en anglais c'est Child Rights and Business. C'est pas facile de quitter de l'eau du banco aux enfants, mais on va essayer. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça et qu'est-ce que cela devrait nous amener à penser? Ça nous amène à penser à quoi? Déjà, je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous donnez chaque fois de communiquer sur la question du droit de l'enfant. La prononciation, c'est Child Rights and Business. En fait, il faut dire que le monde s'est rendu compte, après la signature de la Convention de 1989, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, pour laquelle nous célébrons les 30 ans cette année. Alors donc, le monde s'est rendu compte que dans la quête du développement économique des pays, il y a l'installation d'activités économiques et financières, donc plus particulièrement celles des entreprises. Et donc les activités des entreprises ne laissent pas indifférentes dans leur chaîne de production les populations et plus particulièrement les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, de tout sexe. Et depuis 2011, donc, les Nations Unies ont érigé un ensemble de principes directeurs pour, on va dire, emmener les entreprises à avoir des activités plus saines et qui respectent un peu plus la question des droits de l'enfant. C'est en 2011. Ensuite, en 2012, Save the Children, UNICEF et Global Compact se sont donc associés pour élaborer un ensemble de principes qui sont au nombre de 10. Donc 10 principes qui peuvent guider les activités des entreprises, puissent faire du business, mais sans avoir une incidence négative sur les droits de l'enfant. Et c'est ce que nous appelons Child Rights and Business, mais en français, on pourrait dire les droits de l'enfant et les principes régissant les entreprises. Très bien. Alors, on parle d'enfants, on parle d'entreprises, d'où le profit. Cette corrélation-là, on se rappelle que des fois, au niveau international, il y a certaines marques qui ont été boycottées parce que faisant travailler des enfants dans leur usine au niveau extérieur. Le point ici, en Côte d'Ivoire, ça donne quoi? En Côte d'Ivoire, disons que depuis le dernier rapport produit par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2016, il y a près de 32% d'enfants qui travaillent. 31,3% d'enfants se trouvent en situation de travail. Mais ne disons pas systématiquement que le travail de l'enfant doit être banni. Mais il y a toute une autre forme de travail de l'enfant qui doit être banni. Justement, ça a encouragé. Mais il y a une forme de travail que, on va dire, qui est désignée par les pires formes de travail de l'enfant. Donc, qui sont dans une autre convention encore des Nations Unies. On appelle ça la Convention 182. Donc, cette convention parle encore, en plus, de types dangereux de travail. Et ça a été renforcé au niveau de la Côte d'Ivoire en juin 2017 par un arrêté qui donne donc la liste de ce qu'on a appelé les travaux dangereux et la liste des travaux légers. Donc l'enfant peut
dans le cadre de son intégration sociale, effectuer un certain nombre d'activités. Mais malheureusement, il se trouve que certains enfants, dans le cadre de leur travail, donc nous parlons là de, disons, plus de 21% d'enfants en Côte d'Ivoire qui se trouvent dans une situation de travail qu'on appelle travail dangereux. Okay. C'est une vraie typologie, une nomenclature par rapport au travail des enfants. Quand on parle de travail, quand on parle d'enfants, vraiment on fait attention parce qu'il y a beaucoup de conventions, le monde entier nous regarde. On va aller dans la rue, voir un peu ce que les Ivoiriens pensent, comment ils appréhendent bien sûr ce sujet que nous abordons en ce lundi commençant. Cacaoyer par exemple, où on envoie des enfants travailler pour les payer à la suite. Bon, là, c'est des choses à proscrire. Ce n'est pas bon, c'est interdit. Sinon, quand on accompagne son père ou sa mère au champ et on fait des petites activités au champ, ce n'est pas mauvais. Ils sont obligés de se promener dans les rues pour vendre les sachets d'eau, les trucs pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Il y a d'autres aussi, même s'ils ont pu aller à l'école, arriver devant c'est bloqué parce que les parents n'ont pas les moyens. Un enfant doit être à l'école pour être bien discipliné, comme ses camarades. Un enfant peut faire des travaux de maison, voilà, en ce qui concerne l'éducation. Maintenant, le travail des enfants au niveau des champs, comme on a l'habitude de l'entendre ces temps-ci, est quelque chose qui n'est véritablement pas bien. La place de l'enfant, c'est d'abord à l'école. Il faut qu'il soit à l'école, il faut qu'il puisse apprendre pour que demain il soit mieux inséré dans la société. Et nous savons que depuis toujours, nos parents nous ont toujours fait accompagner. On les a accompagnés au champ avec leur bidon d'eau, tout cela. Mais quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ramasser les cabanes de cacao pour les mettre en tas. L'enfant qui ne va pas à l'école, il n'est pas content, il n'est pas parti à l'école. Il n'est pas content de travailler au champ, il est content pour travailler à l'école. Il n'aime pas que ses parents le maltraitent comme ça pour qu'il travaille à l'école. Et voilà, de retour sur ce plateau, plusieurs avis et définitions du travail des enfants et même les concernés se sont prononcés sur la question. Monsieur Kouakou, on a envie de vous poser la question de savoir quelle est la classification précise du travail des enfants. Parce qu'au-delà de ce qu'on sait dans la cacao-culture qui enfle, il y a d'autres formes de travaux d'enfants non conventionnels. Tout à fait, tout à l'heure dans l'élément, il y a, je vais dire, une personne qui parlait du travail à la maison. Même le travail domestique, quand il empiète sur, quand il y a une incidence négative sur la santé de l'enfant, ou bien quand il est fait à des heures où l'enfant est censé être en train d'apprendre, et qu'il, on va dire, constitue une potentielle menace pour le développement ou la croissance physique d'un enfant, peut être dangereux. Donc, c'est le principe en fait qu'il faut avoir. Un enfant peut mener des activités, mais tant que cette activité n'a pas d'incidence négative sur l'opportunité d'apprentissage, sur sa protection ou sur sa vie, tout court, il faut systématiquement bannir. Donc, c'est pourquoi à l'entrée, j'ai tout de suite remercié la RTI, parce que je pense que le point fort de toute cette question, c'est la communication et c'est l'information qu'il faut partager autour de nous. Le principe, c'est de ne pas faire à un enfant ce qu'on n'aurait pas souhaité qu'on nous fasse. Quand on était enfant ou quand on était enfant. Donc, je veux dire qu'on soit alphabétisé ou pas, nous sommes en train de parler là de près de la moitié de la population ivoirienne, parce qu'il faut dire qu'il y a 5 ans, les enfants, c'est-à-dire des personnes dont l'âge varie entre 0 et 14 ans, constituaient 42% de la population ivoirienne. Donc, si on se met, par exemple, dans une situation où ces enfants n'ont pas l'opportunité d'apprendre, ne peuvent pas être protégés, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, vous voyez que cette population va avoir des difficultés. Monsieur Kouakou, quand on vous entend, et Alix vous a demandé la classification tout à l'heure, quand on vous entend, et quand on entend les responsables qui en chargent vraiment la sérénité des enfants, et qu'on voit ce qui se passe dans la rue, on a l'impression que c'est deux mondes. On a énormément d'enfants mendiants, on a énormément d'enfants en conflit avec la loi, on a énormément d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui vous rappent comme ça quand vous êtes en voiture. On a alors que je respecte le travail que vous faites, alors qu'il y a beaucoup qui est fait. Mais pourquoi, de façon visuelle, on est choqué comme ça constamment par les enfants qui viennent vers nous, qui ne sont pas à l'école, qui vraiment, il n'y a rien à faire? Déjà, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on soit choqué, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on a l'information de ce qui est positif pour un enfant et qu'on arrive à faire la distinction de ce qui est négatif. C'est être indifférent face à cette situation de l'enfant qui poserait problème. Donc ça veut dire que déjà la sensibilisation qui est faite autour
nous permet de distinguer ce qui est bon pour un enfant de ce qui est mauvais. Autre chose, c'est que l'enfant, comme toute personne en Côte d'Ivoire, est protégé par la loi. La mendicité est punie. La mendicité tout court, elle est punie. Mais malheureusement, nous avons nous aussi des activités, ou bien nous avons des comportements qui emmènent des populations à continuer, je prends toujours le cas de la mendicité, à continuer à mener ces activités. Aujourd'hui, c'est la question du travail de l'enfant peut-être qui pose problème. Mais dans les 10 principes dont je parlais tantôt, il y a un ensemble de principes, par exemple la question du travail décent. La question du travail décent est l'un des principes identifiés par ces organisations que sont UNICEF et Save the Children Global Compact, qui dit que si le parent n'a pas accès à un travail décent, il ne peut pas donc donner, je donne un exemple, hein, il ne peut pas faire jouir à ses enfants de tous leurs droits, par exemple le droit à l'éducation. Il ne peut pas donner la protection sociale à son enfant. Donc, il faut également prendre tous ces paramètres en compte. Regardez par exemple l'effet que peut avoir les publicités sur les enfants dans le cadre de l'activité des entreprises. Alors, si la réglementation n'accompagne pas systématiquement toute notre volonté de protéger les enfants, il va y avoir un problème. Donc les publicités qui sont faites dans les rues, dans les coins de rue, quand on passe, on voit des publicités, on sait que ces produits sont interdits à moins de 18 ans, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas avoir accès. Mais quand vous sortez des écoles, vous voyez par exemple des pancartes faisant la promotion de produits qui sont censés ne pas être consommés par des enfants. Donc c'est de tout ça que nous parlons. Et ce sont ces choses-là, c'est sur ces points que nous voulons attirer l'attention. Justement, parlons de votre action sur le terrain et de ce que vous faites concrètement en tant qu'organisation non gouvernementale. Dans cette même lignée-là, votre action, c'est quoi? C'est être le relais, être le régulateur des actions du gouvernement. Comment ça se passe pratiquement? Ça se passe pratiquement par le renforcement des capacités techniques des organisations de la société civile. Parce que, disons que dans le cadre de notre intervention, il y a, c'est vrai, l'État, vis-à-vis duquel nous faisons des plaidoyers. Il y a les organisations de la société civile qui, comme sous d'autres cieux, sont très fortes. Et ces organisations-là arrivent à interpeller, par exemple, des autorités. Je pense que ça a été le cas ici récemment. C'est-à-dire que quand il y a des dysfonctionnements au niveau de la société, ceux qui sont les premiers à lever la voix et à interpeller les autorités gouvernementales, ce sont les organisations de la société civile. Elles peuvent le faire, mais ce que nous nous recommandons, c'est de le faire de façon douce, à travers un plaidoyer adressé à l'État de Côte d'Ivoire. C'est le renforcement et l'autonomisation des individus, c'est-à-dire des enfants. Je vous donne un exemple tout court. Quand une organisation et quand une entreprise doit s'installer en Côte d'Ivoire, elle a amené à faire, selon le secteur dans lequel elle intervient, à faire une évaluation d'études d'impact environnemental. Le rapport qui est produit par l'agence habilitée à le faire, selon le décret de 2013, donc l'ANDE, quand ce rapport est produit, les recommandations qui émanent de cette évaluation de l'étude d'impact environnemental n'est malheureusement pas toujours publiée par ces entreprises. Donc du coup, les communautés ne savent pas quelle incidence ces entreprises pourraient avoir sur le bien-être. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous plaçons pour interpeller et pour renforcer les capacités de ces communautés, faire des plaidoyers à l'endroit soit de l'Assemblée nationale, à qui je dis un grand merci ici, qui a beaucoup fait dans ce cadre-là, et où sont en rencontre les agences nationales ou bien le ministère, et on leur demande tout simplement de faire en sorte que ces recommandations soient publiées, soient connues par les communautés, soient connues par les populations, de sorte qu'on puisse les éviter. Monsieur Kwaku, le cadre législatif, c'est OK. Au niveau législatif, il n'y a pas de souci. Au niveau de la volonté politique, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des actions, au niveau social et au niveau des différentes sphères de la société, nous tous, nous savons en Côte d'Ivoire ici que les enfants qui mendient, par exemple, sont pilotés par quelqu'un à qui ils vont rendre des comptes. Nous tous, nous savons en Côte d'Ivoire ici qu'il y a une filière de personnes du nord-est de notre pays qui viennent, qui sont communément les bonnes à tout faire. Il y a un trafic. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour endiguer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour aller parler aux communautés religieuses, aux communautés tout court, pour que vraiment on puisse couper le mal à la racine? Il faut dire, je pense qu'aujourd'hui, le mal, c'est des chiffres. Il est difficile de pouvoir avoir des chiffres, des statistiques qui montrent un peu partout dans chaque secteur, comment est-ce que le problème est résolu progressivement.
la mendicité telle qu'elle était avant n'est plus celle qu'elle est aujourd'hui. Je pense. Parce que... Vous pensez à partir de quel chiffre? Eh bien, écoutez... Oh, il n'y en a pas. Donc, comment vous pouvez... Non, je prends toujours le constat. Le constat, c'est que la mendicité, je pense, si vous constatez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous verrez que progressivement, ces réseaux organisés de mendicité commencent à disparaître. Et ce n'est pas ce que ça devait être depuis Et d'autres naissent aussi. Hein. Il y a d'autres formes de violence faites aux enfants qui naissent malheureusement. Et nous interpellons les familles. C'est pour ça que nous demandons, par exemple, aux organisations de la société civile nationale de mener des activités de sensibilisation. Parce que dans l'écosystème de protection de l'enfant, le premier noyau de protection, c'est la cellule familiale. Ces enfants que vous voyez viennent de familles. Donc c'est la responsabilité parentale qui doit être mise en exergue à ce niveau. On n'arrive pas à contenir tout le monde, mais on arrive à interpeller les parents sur leurs responsabilités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez par exemple, ces personnes, avant elles ne fuyaient pas, même quand elles mendiaient dans la rue. Mais aujourd'hui, vous verrez par exemple qu'à tous les coins de rue, pratiquement, c'est vrai, il y a la police, mais la police ne peut pas, je vais dire, bloquer tout le monde dans la rue, je vais dire, ne peut pas empêcher ces personnes de sortir, avoir la participation d'autres entités pour pouvoir mener à bien ces actions-là. Faisons toujours écho de l'activité des enfants et des entreprises. Oui. Vous nous avez expliqué à l'instant que la divulgation ou la publication des résultats au sein des entreprises, ce n'est pas quelque chose de contraignant. Alors vous, de votre place, qu'est-ce qui est fait au sein des entreprises pour les sensibiliser à la chose du travail des enfants? Au sein des entreprises, déjà, la première chose, c'est de créer, de participer. Nous participons et nous créons quelques différentes plateformes pour essayer de rassembler ces entreprises-là. Donc, vous verrez récemment que nous sommes en train de négocier avec un certain nombre d'entreprises, un certain nombre également d'agences nationales, pour faire en sorte que, quand une entreprise arrive en Côte d'Ivoire, je prends par exemple dans le cas du CPC, pour lequel, je vais dire, nous avons déjà entrepris au sein de notre organisation, de faire en sorte que disons, près de 15 000 entreprises, telles que le disait le CPC en début d'année, qui ont été créées l'année passée, puissent progressivement être dans le cadre formel. Il est plus facile de gérer des entreprises qui sont dans le cadre formel que de travailler avec des entreprises qui sont dans le cadre informel. Et malheureusement, ce sont ces entreprises qui sont dans le cadre informel qui créent un peu plus de problèmes parce qu'elles n'existent formellement pas. Et nous essayons de travailler avec ces structures-là pour faire en sorte qu'au cours de leur installation, elles puissent s'engager politiquement, mais de façon programmatique à anticiper sur tout ce qui pourrait être incidence. Je vous donne, il y a des pesticides organiques polluants, par exemple. La Côte d'Ivoire a signé encore une autre convention pour faire en sorte que ces pesticides ne soient pas utilisés. Et tout à l'heure, je vous ai vu dans une... je vais dire, vous étiez dehors, en train de travailler avec des citoyens qui mènent des activités. Mais regardez bien cette eau. Cette eau qu'ils utilisent, c'est vrai qu'elle coule. Mais si une entreprise déverse des produits, des pesticides organiques polluants dans cette eau, il va se trouver que tous ceux qui enverront, par exemple, leurs habits là, pourront être affectés. Parce que la question de l'environnement également pose un problème. Et si ces personnes sont affectées, leur force de travail va diminuer et elles se feront aider par qui? Leurs enfants. Malheureusement. D'accord. Alors, c'est une situation de cause à effet. Complexe. Et oui, comme vous le dites, c'est assez complexe. Mais on espère qu'avec les ressources des uns et des autres, sociétés civiles, vous, organisations non gouvernementales, et même l'action gouvernementale, on arrivera à endiguer le travail, les pires formes de travail des enfants et prendre soin de nos bouts de chou, car ils n'ont pas demandé à naître, c'est de notre responsabilité. Merci, c'était notre responsabilité de vous occuper pour ce matin. Thierry Angeval prend le relais pour les rendez-vous. À demain mardi.